Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo concernant les actualités de la semaine. Je suis le pasteur Jean-Charles Vindini, ni journaliste, ni politicien, mais pourtant mes yeux sont ouverts et je vais vous éclairer sur quelques faits d'actualité de cette semaine que peut-être vous connaissez déjà et que peut-être vous ne savez pas, ou du moins je vais essayer de vous apporter quelques détails assez importants. Il est toujours important vraiment de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde afin de voir venir les choses, n'est-ce pas? Quelques sujets intéressants, 5 sujets cette semaine. Le Rassemblement national dans le gouvernement, alors que non, oui, non, non, oui, je vais vous en parler rapidement. Les anneaux olympiques, toujours accrochés. Pourquoi tant de mystères autour de ces anneaux et pourquoi doivent-ils absolument rester accrochés? Je ne sais pas, toutefois je vais vous expliquer quelques détails à ce sujet-là. La dernière attaque au Liban, et entre ce sujet et les dernières actualités, je vous parlerai également du chef du Hezbollah qui a bien été tué, qui a bien été exécuté par Tsahal, par l'armée d'Israël. Et le dernier sujet, un sujet très triste, la mort de cette jeune femme philippine, avec quelques détails encore qui vont nous démontrer que nous sommes vraiment dans un pays qui a un gros problème au niveau de sa magistrature et au niveau de ses dirigeants. Bienvenue sur cette vidéo d'actualité. Le Rassemblement national, qui visiblement ne fait pas partie, selon la déclaration du ministre de l'économie, je cite, de l'arc républicain. Le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain, il n'a rien à faire dans la République. Immédiatement, M. Barnier, Premier ministre, n'est-ce pas, l'a sévèrement rappelé à l'ordre. Puis, immédiatement après, a appelé Marine Le Pen afin de discuter de cet incident. Alors, juste un petit rappel qu'il est important de savoir, c'est que dans le gouvernement actuel, au niveau des ministres, n'est-ce pas, le gouvernement qui vient d'être nommé par M. Barnier, il n'y a absolument aucun ministre qui fait partie ni du Rassemblement national, ni du NFP, le Nouveau Front Populaire. Donc, les votes ont été très partagés entre la République en marche, le gouvernement de Macron, centriste, ce qu'ils appelaient le bloc central, la droite de Marine Le Pen et la gauche de M. Mélenchon, réunis sous la dénomination, non plus la France Insoumise, qui est un de ces partis, n'est-ce pas, des 7 partis qui se sont rassemblés, les socialistes, les écolos, etc., pour avoir plus de poids, plus de sièges, sous la dénomination Nouveau Front Populaire. Quoi qu'il en soit, ce qui a été exprimé aux urnes, d'une majorité ou de l'autre, du moins quelque chose d'assez confus, mais c'est que les Français ne voulaient plus de gouvernement macroniste. En tout cas, quand on regarde les nouveaux ministres, eh bien, nous n'avons aucun ministre ni du Rassemblement national, ni du Nouveau Front Populaire. Monsieur Macron a très bien manipulé l'opinion publique et choisi son Premier ministre, qui lui-même est très tiède et n'a choisi finalement aucun ministre qui aurait pu faire bouger un peu les choses. C'est le plan de M. Macron. Toutefois, au travers de cet événement, ce fait divers, je le rappelle, le ministre de l'économie qui a déclaré « Le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain » et la réaction de M. Barnier, on voit ici quelque chose d'assez étonnant, c'est que le gouvernement mis en place tremble devant le Rassemblement national. Parce que c'est le seul à pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche, non pas de destitution, puisqu'il ne le veut pas, mais du blocage d'absolument toutes les lois et toutes les décisions que le gouvernement actuel prend. Parce que le Rassemblement national est uni, et donc il est certain que les décisions qu'il va prendre, eh bien, vont aller jusqu'au bout. Parce que ils ont le pouvoir, avec le nombre de sièges qu'ils ont, de bloquer absolument, totalement, toutes les décisions des députés élus, et donc du gouvernement actuel. Et ça, le gouvernement de M. Barnier le sait très bien. Donc il pactise quelque part avec le gouvernement de Marine Le Pen, le mouvement de parti, de Marine Le Pen, et il marche sur des œufs. C'est pour cela que ce qu'il a fait là ne serait jamais arrivé avant. Il n'aurait jamais pris la peine d'appeler Marine Le Pen ou de recadrer son ministre. Cela n'est pas possible avec la gauche, parce que je vous le rappelle, derrière les, je crois, 192 pseudo-sièges qu'ils ont obtenus,
c'est divisé en 7 partis. Il suffit qu'un des partis dise non, on n'est pas d'accord, et c'est ce qu'ils font depuis le début. La décision ne pourra pas aller jusqu'au bout. Tandis que du côté du Rassemblement national, où il n'y a seulement que 2 partis où ils sont vraiment unis, si le chef du parti dit « allons dans cette direction, censurons, ne censurons pas », ils le feront. Et donc c'est un gros problème pour le Premier ministre, il en est conscient. Voyez-vous, au travers de ce fait divers, nous voyons que il y a quand même quelques coulisses derrière le gouvernement, et nous voyons que le plan de M. Macron est très bien fait, puisque même si le gouvernement a été élu, choisi, qu'il y a maintenant un gouvernement, les décisions de nos parlementaires, les décisions du Sénat, de ceux qui nous gouvernent finalement restent complètement bloquées et le pays est toujours à l'arrêt. Autre sujet sur notre cher beau pays, notre capitale Paris, avec ses, je dirais, très chers anneaux olympiques qui visiblement tiennent vraiment à cœur de la mère Anne Hidalgo. Il pèse 30 tonnes, donc imaginez le coût que ça a coûté. Pourquoi aussi lourd? Allez savoir, parce qu'ils vont être remplacés par des anneaux plus légers, en attendant, tenez-vous bien la bêtise de la mairie de Paris, en attendant d'être encore remplacés par des anneaux pérennes et durables, qui doivent tenir donc jusqu'en 2028. Tout cela, bien sûr, contre la volonté de l'opinion publique, des Parisiens et des héritiers du constructeur de cette magnifique tour, je nommais Monsieur Eiffel. Tout le monde est contre, ça coûte une fortune incroyable, on marche complètement sur la tête. Pourquoi des anneaux provisoires en attendant de fabriquer ceux dits plus pérennes? La tour Eiffel ne peut-elle pas se passer quelques jours, quelques semaines de ces anneaux olympiques? C'est non pas un mystère, mon avis, je pense que c'est un signe vraiment d'une domination internationale du CIO, le Comité international olympique, et des cérémonies qui ont eu lieu, un signe d'une grande domination sur notre ville de Paris, parce que ces anneaux dominent absolument tout Paris depuis le 2e étage de la tour Eiffel. Ça a coûté une fortune, pourquoi avoir fait les premiers aussi lourds? Pourquoi n'avoir pas fait du premier coup quelque chose qui tienne la route, quelque chose de bon? Allez savoir, il y aura, comprenez peut-être ce que vous avez à comprendre, je n'en dirai pas plus, mais il y aura eu donc 3 types d'anneaux différents sur la tour Eiffel. Venons-en au sujet suivant. Attaque au Liban. Il est certain que la guerre n'est jamais une bonne chose. Et il semblerait qu'Israël, désormais, se concentre maintenant sur le Liban, puisque la bande de Gaza, visiblement, le Hamas a été vraiment affaibli, pour ne pas dire éradiqué, et ce n'est plus maintenant une menace. Donc Israël se concentre sur le pays qui abrite le régime militaro-politique, si je puis dire, du Hezbollah. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré quelque chose de très surprenant, et c'est pour cela que j'ai fait ce sujet, parce que j'ai été vérifier l'information, et la vérification m'a choqué. J'ai trouvé que c'était vraiment exagéré. J'ai vérifié les propos, ok. Alors, de quoi je vous parle? Il est question que les cibles qui ont été récemment visées contenaient beaucoup de civils et étaient des zones d'habitation. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de morts et de dégâts. Toutefois, le Premier ministre a déclaré quelque chose qui va nous faire comprendre beaucoup mieux comment Israël a décidé de riposter de cette manière. Tenez-vous bien, je vous le dis, que les civils, la population civile, est totalement complice et collabore avec le Hezbollah parce que, effectivement, il y a des roquettes, il y a des lance-roquettes sur, non pas des sites militaires, non pas, même pas sur le toit de quelques immeubles appartenant à l'État ou au Hezbollah. Non. Toute la population est complice dans cette histoire, parce que ceux qui sont proches de la frontière ont sur leurs balcons privés, dans leurs habitations privées, sur les balcons, dans les jardins, même dans les garages, des rampes de missiles dirigées vers Israël. Des roquettes préparées, chargées, dirigées vers Israël. Et ce, tenez-vous bien, depuis 2006. Ils ne s'en sont jamais servis.
Récemment, ils s'en sont servis 2 fois, c'est-à-dire qu'ils ont tiré depuis tout un tas de positions différentes. Donc dans la logistique des tirs, de la balistique, n'est-ce pas, et de l'artillerie, c'est très compliqué d'avoir une riposte lorsqu'il y a des tirs de plusieurs endroits en même temps. Toutefois, Israël a réussi, avec le dôme de fer, à échapper à cette pluie de roquettes et de missiles, et cette fois-ci a riposté très très rapidement et sévèrement sur les positions qui ont été à l'origine des tirs. Et il se trouve que ces positions, eh bien, ce sont des positions où il y a des civils, parce que ces civils mènent la guerre contre l'envahisseur, l'ennemi, comme il l'appelle, Israël, qui ne désire en fait simplement qu'avoir la paix dans ses propres territoires, et qui va chercher l'ennemi jusqu'au bout, et ils iront jusqu'au bout, je vous le dis. Donc effectivement, cette déclaration du Premier ministre est vraie, je vous le confirme. Des photos de drones, des photos de satellites, depuis 2006, ils ont eu le temps de compiler tout un dossier afin de pouvoir un jour faire une riposte. Et voyez-vous, la sagesse d'Israël, c'est qu'ils savaient que c'était une menace, mais ils n'ont jamais tiré, ils ne se sont jamais défendus à l'avance, ils n'ont jamais attaqué, ils ne font que de se défendre. Ils ont attendu que ces armes soient utilisées pour venir les neutraliser. Ils auraient pu le faire avant, mais ce n'est pas leur façon de faire et l'opinion publique les aurait condamnés encore plus. Le Premier ministre déclare donc que l'opération menée Flèche du Nord va bien se poursuivre parce que, effectivement, nous avons la confirmation que le Hezbollah et cette population est d'accord pour être utilisée comme étant un bouclier humain. Mais Tsahal a dit, maintenant, vous êtes complices, maintenant, ceux qui nous attaquent, peu importe, nous allons riposter. C'est ce qu'ils ont fait. Nous en venons au sujet suivant, très récent dans les actualités. Vendredi dernier, le chef du Hezbollah, nommé Hassan Nasrallah, a été exécuté, a été tué et mort. C'est le résultat qui nous importe. Cet homme, chef du Hezbollah, organisation terroriste, je le rappelle, est mort. Et effectivement, Israël disait vrai dans son dernier communiqué annonçant sa mort vendredi 27 à Beyrouth. Le Hezbollah, très bien organisé, a démenti, puis finalement s'est aperçu que ce n'était pas possible, donc a fait un communiqué pour dire que l'ennemi, le grand méchant loup Israël, a tué leur grand chef, leur grand gourou, Monsieur Hassan Nasrallah, responsable de milliers et de milliers de morts durant toute sa carrière pseudo-militaire. Donc, ça a été très très difficile à Tsahal de le tuer, c'est une opération vraiment compliquée, parce que cet homme se cachait depuis plusieurs années par peur d'Israël, il se cachait. Aucune vidéo en direct dans des lieux publics, il avait vraiment une vie de souterrain, il se terrait tel un rat, mais visiblement cela ne lui a pas été d'une grande utilité, puisque aujourd'hui il est décédé sous les tirs israéliens. Il était donc chef d'une petite milice, il y a quelques dizaines d'années, le Hezbollah, qui a grandi et qui est devenue, tenez-vous bien plus puissante que l'armée libanaise elle-même. Cette organisation est devenue plus puissante que le corps d'armée d'un pays entier. Alors aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette mort? Il y aura forcément vengeance, puisque le talion, la loi du talion, la loi ancien testamentaire, qui est également les principes de l'islam, ils le reconnaissent aussi, cette fameuse loi qui fonctionne encore aujourd'hui dans le Moyen-Orient et qui s'appelle œil pour œil, dent pour dent. Bien sûr, coûte que coûte, et quoi qu'il leur en coûte, ils chercheront absolument à obtenir la vengeance et à faire couler le sang israélien en échange du sang du meurtrier de ce chef du Hezbollah. Donc il faut s'attendre à des conséquences. Toutefois, Israël et Tsahal, très intelligents, a tout préparé à l'avance, puisque nous savons que leurs moyens de communication, les beepers et les talkies, ils ont peur de s'en servir, ils n'en veulent plus. Les téléphones du diable américain, ils n'en veulent plus. Alors peut-être qu'ils vont faire du télégramme, du tam-tam ou des signes de fumée. Je ne sais pas. Toutefois, les moyens de communication, ça va être très très compliqué pour eux. Et ils n'ont quasiment plus de missiles et de roquettes à tirer, puisque les sites de tir depuis des habitations civiles, depuis leur propre population, qu'ils ont mis en danger, leur propre sang,
eh bien, n'existent plus. Elles ont pour la plupart, je n'ai pas le pourcentage ni le chiffre exact, mais elles ont pour la plupart été éradiquées. Donc la riposte risque pour le Hezbollah d'être très difficile, malgré leur fierté où ils affichent à Beyrouth cette grande affiche avec le portrait du chef mort en disant « Le Hezbollah vit toujours ». J'ai un grand doute. Mais il est certain que, à cause de notre immigration choisie, nos chances pour la France, n'est-ce pas, il y a de grandes chances que nous subissions quelques conséquences et quelques attentats, peut-être non pas des attentats parce que la presse ne le dira pas, mais quelques attaques. Et nous avons encore franchi un degré de plus dans la menace de notre État français à cause de tous ces ressortissants et de tous ceux qui soutiennent, sans même parler la langue, sans même y être allés, sans même connaître réellement ce qui se passe, tous ceux qui soutiennent Gaza. Nous verrons cela. Sujet suivant, dernier sujet, un sujet tragique, horrible. La mort de cette jeune fille nommée Philippine. Cet homme, ou plutôt cette bête sauvage, était déjà un violeur qui était connu. Et oui, comme d'habitude, nous savions que cet homme l'avait déjà fait et qu'il allait recommencer. Le problème, c'est qu'il aurait dû être en prison. Le vrai problème, ce n'est pas ce que vous avez entendu dans les médias, qu'en fait il a été libéré parce qu'il était... il était libérable, et puis finalement on l'a enfermé pour attendre parce que le Maroc refusait l'extradition, il y avait une erreur de papier, etc. Toute cette embrouille que la télé vous a fait croire, je vais vous dire le vrai problème. Il n'aurait jamais dû passer dans les mains du juge des libertés et des conditions et être libéré de ce centre de rétention. Il n'aurait jamais dû sortir de prison. Pourquoi ? Parce que en 2021, il a été condamné à 7 ans de prison. Alors, 2021 plus 7, hein, ça fait 2028. Il n'y a pas besoin de sortir la calculette. Il aurait dû être en prison jusqu'en 2028. Les remises de peine peuvent aller jusqu'à environ maximum 30% de la peine. Mais pas pour un violeur. Pas pour quelqu'un qui prend autant d'années de prison. Et le premier jugement avait été bon, même si peut-être ce n'était pas assez. Il aurait dû être renvoyé immédiatement, une condamnation plus grave. Toutefois, la décision du premier juge n'a pas été respectée, puisque nous sommes en 2024 et cet homme a été libéré. Ce qui est étonnant aussi, c'est que en fait, le premier acte de viol qu'il a commis, c'est en 2019. Il a fallu attendre 2 ans avant qu'il soit jugé et mis en prison. 2 ans pendant lesquels il a coûté énormément d'argent en France à cause des procès. Un procès coûte très cher. Si vous saviez la fortune que ça coûte à l'État, un procès, c'est une dinguerie. Donc il a été mis en prison et puis un juré, forcément, bien pensant, a décidé de le remettre en liberté. Alors, cet homme est complètement malade. Bon, c'est de sa faute, le viol est de sa faute, il est responsable. Mais je tiens pour responsable nos juges et nos magistrats qui décident de remettre en prison, en liberté des bêtes sauvages, des rôdeurs qui n'ont rien à faire en France, qui sont sous OQTF. D'autant plus que, ce jeune homme est encore, nous connaissons l'histoire, toujours la même histoire, un ressortissant d'Afrique du Nord, qui fuit un pays qui n'est pas en guerre, qui n'est pas en famine, qui n'a pas de régime politique menaçant. En l'occurrence, il fuit le Maroc. Alors, en 2019, dites-moi pourquoi est-ce qu'il fuit le Maroc, que se passe-t-il? Peut-être vous allez me dire, effectivement, sa vie était menacée. Toutefois, pas du tout. Donc, il fuit le Maroc. Il arrive en France, dans la région donc du Val d'Oise. Il est immédiatement, en tant que mineur isolé, à 17 ans, le pauvre, pris en charge par des associations d'extrême gauche. Et durant l'été, l'idylle qu'il vit pendant cet été, parce que forcément on lui donne de l'argent, on lui donne un téléphone, on lui donne un logement, on lui ouvre un compte bancaire, des cartes de bus, tout ce qu'il veut, il l'obtient. Pendant cet été, il viole une première jeune femme. Il est condamné 2 ans après à 7 ans, et puis finalement 3 ans seulement après, même pas la moitié de sa peine, un juge dit « Oh, le pauvre, on va le faire sortir », et puis en attendant son obligation de quitter le territoire, on va le mettre, avec le juge des libertés et des conditions, dans un endroit plus soft, plus cool, un centre de rétention, et puis finalement, au bout d'un moment, le pauvre, ça fait trop long, il a rien à faire dans un centre de rétention, on lui fait confiance, on va lui dire de se présenter à tel endroit, tel moment pour obéir à l'OQTF, aux obligations de l'OQTF, et puis forcément, le gars ne le fait pas. 2 jours après, il va au bois de Boulogne, pour faire quoi? Pour faire un footing, vous croyez? Il va au bois de Boulogne, première jeune fille qui passe, eh bien c'est l'acte horrible, il la viole, et puis forcément, il la tue, il essaye de l'enterrer,
ça ne fonctionne pas, il fuit, il va en Suisse, il se fait rattraper. Voilà. Alors je pose une question à laquelle j'apporterai ma propre réponse. Pourquoi ce jeune homme, cette bête sauvage, a fui le Maroc? Parce que s'il avait fait ça au Maroc, le roi aurait ordonné de lui couper un membre. Il aurait passé sa vie en prison. Il est venu en France dans un seul but, non pas fuir le Maroc, mais simplement assouvir ses viles passions. Dans notre belle terre de France, qui abrite nombre de criminels et qui tolère nombre de crimes de ces criminels. Mes amis, il est temps d'ouvrir les yeux, de voir la réalité en face et de prendre aussi nos propres responsabilités dans notre comportement lors des prochains votes, lors de notre comportement lorsque nous nous trouvons face à une situation d'urgence et que quelques-uns choisissent de baisser les yeux ou de regarder leur téléphone pour éviter d'assister à une scène qui les mettrait trop mal à l'aise. Nous devons faire quelque chose et nous devons surtout nous tenir au courant de ce qui se passe parce que cela annonce des années encore plus sombres. Mais je vous l'annonce, en tant que pasteur, il y a forcément une solution. La solution est en Christ. J'espère que ces news vous ont apporté non pas de l'inquiétude, mais des connaissances supplémentaires et vous aideront à y voir au travers du voile et au travers des mensonges de nos politiques et de nos journalistes. À très bientôt sur cette même chaîne pour cette même rubrique des news.